Merci, Monsieur le Président. Donc, je suis très heureux d'être là. C'est la 4e fois que je participe au congrès de la SPMAD. Bon, en 2009, vous étiez avec Ali et Bernard, et en 2011. Et c'est la seconde fois que j'ai eu la chance de participer à un congrès de la SPOI également. Donc, renouveau du cliché de thorax. Alors, ma présentation s'applique aux pays de haute endémie tuberculeuse, qui sont les pays en développement. Hein. Donc, on a, depuis 93, avec mon copain Étienne Leroy-Terquem, ce problème nous préoccupe parce que on s'est aperçu, dans les pays où on allait, en particulier au Cambodge, que quand une radio était faite, les gens ne savaient pas l'interpréter. Et donc, toute image était mise au traitement antituberculeux. Donc, on a mis, dès cette période, au point un programme de formation. Et c'était avec une association qui s'appelait Organisation franco-cambodgienne de pneumologie. 10 ans après, à cette époque, en 93, on a connu Pierre-Yves Norval, qui était le conseiller OMS du programme tuberculose au Cambodge. Et 10 ans après, alors qu'il faisait la requête pour le Fonds mondial au Laos, il nous a demandé d'intervenir là-bas. Donc c'est là qu'on a créé SPI, qui après, en 2009, est allé à Madagascar et puis qui agit dans plein de pays. Mais maintenant, Pierre-Yves n'est plus OMS, mais il a monté sa structure. Il fait du conseil dans tous les pays pauvres et c'est lui qui nous obtient des fonds pour aller en Birmanie en particulier. Et donc, le parallèle de mon topo, c'est peut-on remplacer l'homme par l'ordinateur? Parce que l'OMS a fait la promotion de GenExpert, qui est la PCR automatique, et donc qui donne le résultat automatiquement, même pour un technicien non formé. Et il rêve de ça pour la radio aussi, qu'on ait un diagnostic automatique. Donc on va d'abord parler de la place du cliché thorax jusqu'à maintenant, puis les enquêtes de prévalence qui ont fait changer la position sur la radio, et puis de l'impact de ces enquêtes sur la pratique et nouvelles recommandations de l'OMS. Donc la place du cliché de thorax dans les programmes, pendant longtemps l'OMS et l'Union ont recommandé le seul examen direct du crachat pour le diagnostic de la TB, c'est-à-dire un examen du 19e siècle quand même. Hein. Et on disait, le cliché de thorax n'est pas utile au diagnostic de la tuberculose, car les images sont multiples, très variées, et aucune n'est spécifique. Donc, contrairement aux pays développés où les symptômes respiratoires qui traînent égale radio, dans les pays en développement, la radio n'est pas recommandée en première intention par l'Union et par l'OMS. Si la microscopie est positive, le traitement antituberculeux est entrepris sans cliché de thorax. C'est pas extrêmement choquant dans la mesure où, quelle que soit l'importance des lésions radio, le traitement sera le même. Mais par contre, on ne fait pas de cliché de fin de traitement, ce qui est une erreur. Par contre, si la microscopie est négative 3 fois et que les signes persistent après une antibiothérapie non spécifique, là, le programme recommande la radio. On ne peut plus dire n'est pas parce que c'était maintenant l'OMS recommande la radio, en particulier chez les VIH, depuis 2006, donc c'est clair. Mais voilà l'algorithme un peu qu'ils imposent, c'est-à-dire qu'il y a toujours les frottis, on fait 3 frottis, maintenant 2 souvent maintenant c'est 2 frottis, un au moment de la consultation et un le lendemain matin. Si c'est négatif, on donne des antibiotiques en évitant les antituberculeux et les quinolones. Si le malade ne s'améliore pas, on refait les frottis. Si c'est toujours négatif, on fait une radio et là le médecin décide c'est la tuberculose ou ce n'est pas la tuberculose. Donc c'est une lourde responsabilité. Et devant un malade qui a des symptômes, un cliché anormal et une microscopie négative, le médecin doit décider. Et les aspects sont très très variés, vous les connaissez. Et donc pour chacun de ces aspects, il y a des diagnostics différentiels. Voilà. Et voilà les différents aspects. Alors, parfois le bar est positif quand on a une caverne, souvent quand on a une pneumonie, parfois quand on a des infiltrats, mais il y a plein de cas, en particulier miliaires, les ganglions, où la microscopie va être négative. Aucun n'est spécifique. Alors le chef du programme au Laos me dit si quand même la caverne. Non, même la caverne, ça c'est un cliché laotien. Dans ce cas-là, c'est pas une tuberculose. Et en cas de sida, c'est encore pire, il y a encore plus de diagnostics différentiels. Donc, ces cas de tuberculose à microscopie négative sont nombreux, tous les cas possibacillaires, moins de 5000 bacilles par millilitre, ça va être négatif au direct, donc c'est les nodules, dents excavées, les ganglions. Le malade trop fatigué pour donner un crachat de bonne qualité, ou alors le crachat qui a été mal expliqué, crachat salivaire, et puis des gens qui ont été traités avant le dépistage. Attention aux quinolones. Ma première visite au centre antituberculeux à Phnom Penh,
on fait la visite dans le pavillon BK-homme, et il y avait un patient. Alors, on me lit observation, il a été malade à son domicile, il a pris des médicaments traditionnels, puis des médicaments modernes de type inconnu. Comme ça ne passe pas, il vient, et la radio, caverne. Je dis, mais c'est une tuberculose, et c'est positif, les baciers. Non, négatif. Mais qu'est-ce qu'il a pris comme médicament? Médicaments modernes de type inconnu. Donc, je dis, est-ce qu'il a eu des piqûres? Et le malade comprenait le français, il dit, oui, strepto. Donc, il était négatif, effectivement. Et puis, il y a des erreurs techniques. Bon, voilà. Tout ça, c'est des vraies tuberculoses à microscopie négative. Et puis, à côté de ça, ce qui explique la montée dans le monde des tuberculoses à microscopie négative, il y a les fausses tuberculoses à microscopie négative, c'est-à-dire les gens qui ont une maladie autre que la tuberculose, ou qui ont des séquelles tuberculeuses, mais qui ne sont pas actifs pour la tuberculose, qui sont symptomatiques, qui crachent du sang éventuellement, mais qui ne sont pas actifs pour la tuberculose. Quelques exemples, tous ces malades-là ont été mis au traitement antituberculeux, bien sûr c'est une erreur, hein, un lâcher de ballon, un cancer, une séquelle tuberculeuse, dilatation des bronches, et puis un comblement du cul-de-sac, séquelle de primo-infection, donc nécessité de former les médecins. Alors les enquêtes de prévalence, c'est ça qui a fait bouger les choses. Et ça a démarré en 2002 au Cambodge. Ça avait mauvaise réputation, on disait ça coûte très cher, c'est impossible à faire, et donc c'est les Japonais, le JICA, qui ont fait ça au Cambodge, avec un gars qui s'appelle Onosaki. Alors, ça a été fait pour connaître le poids de la tuberculose dans un pays, pour mesurer les changements, c'est ça surtout. En fonction des objectifs du millénaire, il fallait que la prévalence ait diminué de moitié entre 2000 et 2015, la mortalité aussi. Donc, pour savoir vraiment, il fallait faire une enquête de prévalence. Et puis, peu à peu, en route, on a eu des objectifs secondaires. Comment marche Qu'est-ce qu'il y a d'illimitations au programme actuel? Est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce qu'on peut revoir les stratégies? Voilà Onosaki qui a lancé ça. Hikoshi Onosaki, et donc la stratégie de l'enquête, c'est qu'on prend des clusters randomisés, ruraux et urbains, qui sont représentatifs de l'ensemble du pays. Donc il faut qu'il y ait eu un recensement dans le pays, et dans chaque cluster, tout le monde est examiné, tout le monde est interrogé et a une radio. Donc voilà le design de l'étude, et en fait tous les gens qui ont soit des symptômes compatibles avec un TB et ou une radio anormale ont un crachat avec examen direct et culture. Voilà, ça c'est au Laos. 50 clusters, 800 par personne, donc ça fait 40 000 sujets qui sont examinés. C'est un énorme travail. Alors là ils ont sélectionné donc 50 clusters, c'est tiré au sort. Un cluster, c'est 3-4 villages. Il y a au moins un cluster par province. Il y a des provinces qui sont assez inaccessibles. Il y a des provinces où finalement c'est très difficile d'accéder, donc c'est des gens qui finalement ne voient pas le docteur d'habitude, quoi. Alors c'est un coût, c'est des problèmes logistiques très très importants. Alors ces enquêtes dans le monde, elles ont été faites en Asie. Donc nous on connaît bien le Cambodge et le Myanmar, et on a été participants à la lecture des clichés dans l'enquête du Laos. En Afrique aussi, beaucoup d'enquêtes, mais vous voyez pas beaucoup en zone francophone, à part le Rwanda. Donc c'est surtout une problème d'anglophonie. Alors les résultats, ils sont univoques. On trouve toujours plus de tuberculose qu'attendu, que prévu par les rapports des pays. Parmi les tuberculoses confirmées par la culture, il y a plus de tuberculose à microscopie négative que de tuberculose à microscopie positive. Et donc parmi ces patients culture plus, une fois sur deux, ils sont asymptomatiques. Donc le diagnostic ne peut être fait que par le cliché. Et la stratégie actuelle de dépistage de la tuberculose, elle est utile. Hein, c'est-à-dire le malade symptomatique qui vient voir le médecin, qui crache et à qui on trouve des barres, c'est utile parce que ça dépiste les patients les plus contagieux, mais c'est quand même d'un très faible rendement. Et l'exemple du Laos est caricatural, puisque vous voyez, il avait une prévalence très faible par rapport aux pays voisins, hein, en particulier par rapport au Myanmar, par rapport au Cambodge où il y avait 660 pour 100 000. Alors ils étaient contents. Ils montent la culture, ils font l'enquête de prévalence pour voir s'ils avaient atteint les objectifs du millénaire, c'est-à-dire diminuer de moitié par rapport à 2000. Et en fait, non. Le ministère n'a pas accepté les résultats, ils ont eu du mal à publier parce qu'en fait, ils ont des taux équivalents au Myanmar, équivalents au Cambodge. Et donc, il y a une limitation très nette du schéma diagnostique habituel, puisque donc, vous voyez qu'il y a donc les gens positifs sont là,
Il n'y a que 43, et puis les gens, il y a plus de gens négatifs finalement, la microscopie négative. La moitié seulement ont des symptômes. Et donc si on prend le schéma habituel de recherche de la tuberculose, le patient symptomatique qui crache et qui a des crachats positifs, et bien finalement on trouve seulement avec ce case finding, là on trouve seulement 30% des tuberculoses qui sont dépistées par l'enquête. Alors, est-ce qu'il faut changer totalement la stratégie? Non, c'est difficile, il faut garder les outils auxquels on est habitué. C'est normal qu'un dépistage actif avec des outils plus performants que dans la pratique trouve plus de cas. Ce qui est réalisable pour une enquête, c'est très lourd, hein. Il y avait 2 équipes sur le terrain, une équipe au repos, des équipes de 10 personnes, ça mobilise plein de monde, ça coûte cher, c'est pas réalisable en pratique courante. Donc, il faut garder le dépistage passif et l'examen direct et la stratégie DOTS. Ça reste la base de la lutte antituberculose dans les pays pauvres, mais les médecins de tous ces pays doivent savoir, bien conscients qu'ils utilisent un outil peu performant. L'examen de crachat des patients symptomatiques, ça détecte moins de 50% des tuberculeux qui existent dans le pays. Donc les programmes doivent réfléchir à un recours plus facile au cliché de thorax, à la culture et aux tests moléculaires dont nous a parlé le Dr Vanji. Et à la prise en charge financière par le PNT. La radio doit être gratuite, sinon ce n'est pas possible. Alors le cliché, c'est l'outil le plus sensible, ça détecte les tuberculoses à bactériologie négative. Vous savez que maintenant on ne dit plus tuberculose microscopie positive, microscopie négative. L'OMS distingue 2 catégories, les tuberculoses prouvées bactériologiquement, donc microscope, gène expert, culture, et les tuberculoses cliniques. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a qu'une radio anormale, si on veut le mettre au traitement antituberculose, ce sera une tuberculose clinique, même s'il est asymptomatique. Ça a été longtemps banni des algorithmes diagnostiques à cause des contraintes techniques, et c'est vrai que ça existe dans les pays où j'ai travaillé en Afrique, c'est sûr que ça tombe en panne, il n'y a plus de films, il n'y a plus de réactifs dans le pays, c'est bon pour le développement, et puis les difficultés d'interprétation. Voilà. Ça a été remis en lumière par les enquêtes de prévalence, et il y a une nouvelle stratégie de l'OMS qui prône désormais le dépistage actif dans les groupes à risque. Après 2015, le but de l'OMS, c'est disparition de la tuberculose en 2035. Et pour ça, il faut intensifier la recherche des cas. Donc la radio devient un élément très très important. Et donc cette mise en œuvre du dépistage actif est facilitée par l'apparition des radios numériques performantes. Alors l'OMS leur recommande une recherche active dans les groupes à risque. Au Myanmar, ils sont en plein là-dedans, donc nous on les accompagne. Ils ont des équipes mobiles qui vont voir les groupes à risque, ils utilisent la radio numérique et les gènes experts. Alors c'est les zones urbaines pauvres, c'est les townships de Yangon et Mandalay. À l'hôpital, tous les gens qui ont un VIH, diabète, malnutrition, tabagisme et les vieux, ils ont une radio. Il y a des enquêtes dans les prisons, et les bidonvilles d'accès difficile, les mines, et puis le contact autour d'un cas, comme disait Ali, c'est ça, sa pierre d'achoppement. Parce que ça n'est pas fait, ça n'est pas fait. Quand j'étais au Cambodge, quand j'étais au Gabon, on m'amène une lycéenne de 15 ans avec sa maman, elle avait des cavernes. Donc j'ai dit, voilà, on va faire le crachat, mais c'est sans doute une tuberculose, il faut qu'elle arrête l'école. Elle dit, non, mais elle m'a dit, elle est première de la classe. Ouais, mais bon, le maître va voir que tu tousses. Il y a d'autres qui toussent dans la classe. Vous êtes nombreux? Non. 50. Donc, contactez 3 plusieurs heures par jour dans la même pièce fermée. Normalement, il faut faire la radio. Il suffit pas d'interroger. Faire une enquête, faire la radio à tout le monde. Qui va payer la radio? Ils vont dire, c'est elle qui nous a donné, là, c'est elle qui va payer 50 radios. C'est impossible. Donc, ce n'est pas fait dans les pays. Il n'y a pas d'enquête. Et c'est pourtant très, très intéressant. Au Laos, ils s'y sont mis. Et donc là, ils ont fait une enquête. Donc nous, on a relu les résultats. Quand c'est numérique, les radios qu'on a sur l'ordinateur, c'est comme si on les avait au négatoscope. Ils ont fait dans les prisons, et ils trouvent dans les prisons 1,8%. 1800 pour 100 000. Et ils sont allés dans les districts du Sud où il y avait eu pas mal de tuberculose. Ils ont convoqué tous les contacts des gens qui avaient été traités dans les mois et années précédentes. Tous ces contacts-là, ils ont trouvé 2,3% dans un des districts, 2,9%. Donc c'est des taux extrêmement importants. Donc je crois que c'est une technique active. Et l'OMS maintenant recommande experte et la radio numérique. Bon, l'expert, Vanji en a parlé. Alors la radio numérique, c'est pareil que le tube est le même. Et donc en fait, le film est remplacé par un récepteur à rayon X qui va transformer ça en signal numérique. Voilà, et l'image va s'afficher, c'est en
en niveau de grille de haute résolution sur un ordinateur performant. Donc radio analogique, c'est un film, développement en chambre noire. La CR, Computed Radiography, c'est une cassette toujours la même qui est réutilisée, qui capte le signal et qu'on met dans un lecteur, qui va transférer sur l'ordinateur. Et la DDR, Direct Digital Radiographie, c'est l'écran lui-même qui est capteur et qui transmet, voilà. Voilà la DDR, ça c'est le matériel, le premier qui a été mis en place pour la tuberculose, le système DELF. Ils ont été longtemps tout seuls. Et donc l'avantage, c'est rapide, c'est facile. L'image est de qualité constante, elle est bonne. Et si elle n'est pas tout à fait ad hoc, on peut la modifier, on peut modifier l'image. Voilà. Donc il n'y a plus de produits, il n'y a plus de films, il n'y a plus de chambre noire, on peut stocker, on peut transférer à distance pour avis d'experts, c'est extraordinaire. L'inconvénient, ça coûte cher, 150 000 à 200 000 $. Il faut une formation du manipulateur radio, mais il faut pas. C'est simple en fait, c'est simple. J'ai moi-même pratiqué. Voilà. Et puis la maintenance du tube, mais aussi la maintenance électronique, bien sûr. Au Laos, on a eu des radios extrêmement bonnes. C'est un camion DDR qui avait été donné par la Corée au service de santé de la police. On avait des radios extraordinaires, puis tout d'un coup, ils nous envoyaient des radios de mauvaise qualité, c'était tombé en panne. Voilà. Et donc, par contre, après, quand on a acquis cette machine, le coût par cliché est faible. Il est nul. Surtout si on ne tire pas de film, quoi. Ce qui est très possible dans une enquête de dépistage. Voilà les coûts d'après Olozaki. Alors Olozaki, c'est l'homme des enquêtes de prévalence que je vous ai montré. Maintenant, il est à Stop TV. Nous, on l'a connu dans les années 98 au Cambodge, quand il avait remplacé Norval. Et à l'époque, pour la petite histoire, on faisait des cours au superviseur tuberculose des provinces. Et on a senti une réticence chez nos collègues cambodgiens. Donc on a dit, il y a un problème. Oui, le japonais a dit, la radio, ça sert à rien pour la tuberculose. C'était Onozaki qui maintenant est le leader de la tuberculose à l'OMS. Donc c'est bien, les gens peuvent changer d'avis, c'est bien. Donc une radio conventionnelle, ça vaut 25 000 $. Il faut y ajouter un développeur automatique, c'est mieux, donc ça fait 10 000 $ de plus. Une radio CR, donc la cassette réutilisable, celle qu'il y avait dans mon hôpital, c'est 50-70 000 $. Et la DDR, donc 150 000 à 200 000. Bon, mais les prix baissent. Par exemple, il y a un matériel américain, le Mini-X-Ray, uniquement pour des radios transportables. Vous voyez, ça se met dans une voiture. Ça vaut 70 000 $. Donc c'est intéressant. Au Myanmar, ils utilisent une machine coréenne à 60 000 $. Là, c'est Pierre-Yves Norval qui teste la machine à Yangon. Tout ça, ça peut être transporté. Ça, c'est l'unité DELF. Ils étaient en situation de monopole pendant longtemps, DELF, mais c'est en train de changer. Il y a, au congrès de Cape Town, on a vu des Suisses qui sont en train de bâtir une machine DDR fixe qui sera sans doute à moins de 80 000 $. Elle va sortir dans l'année prochaine. Au Vietnam, vous voyez, ils ont ça dans un camion pour l'enquête de prévalence. Alors, si on n'a pas la DDR, on peut avoir une computed radiographie, c'est bien aussi. C'est la plaque photostimulable qui est incluse dans une cassette, toujours la même, et on met dans un lecteur numérique qui convertit le signal en image digitale, et donc le coût est moindre. Voilà, ça c'est un centre où je travaille chaque année. Voilà le lecteur dans lequel on met la cassette. L'avantage, c'est qu'on peut transformer un équipement existant en une CR. Il faut acheter la cassette numérique et le lecteur CR. Voilà, Phnom Penh, c'est ce qu'ils ont. Avec des financements USAID, vous voyez, ça marche très bien. Ça, c'est à Haïti. Et puis ça, c'est à Kinshasa. Quand j'ai fait le cours, il y avait une fille qui travaillait avec MSF qui leur a dit c'est plus possible, il faut qu'on ait la radio numérique. Et ils ont acheté la radio numérique et donc ça marche très bien. Alors, les avantages, vous voyez, que des avantages, faible dose, acquisition rapide, voilà, stockage, on peut... Et le seul inconvénient, c'est donc, voilà, c'est le prix. Le seul inconvénient, c'est le prix. Alors, l'OMS fait la différence entre CR et DDR. Clairement, il recommande DDR. Et donc, voilà, tout est vert dans le DDR, et le CR, c'est presque pareil que la radio analogique. Ils disent le nombre de clichés par heure, 60 avec le DDR, 30 avec le... C'est pas vrai. C'est pas vrai. On va plus vite avec... on met la cassette qu'on met dans le lecteur, ça apparaît sur l'ordinateur, que de développer un cliché en chambre noire, enlever, mettre le cliché dans la développeuse. Donc, il y a plein de choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Par contre, la DDR permet l'aide au diagnostic par ordinateur, le CAD, Computed Diagnostic. Et ça, c'est lié actuellement
Ce diagnostic lié, aidé par ordinateur, c'est lié au système DELF. Ils vendent les deux. Hein, c'est-à-dire, il y a un système informatique qui va reconnaître et donner un affichage en pourcentage. Plus c'est rouge, plus le pourcentage va être élevé, plus le pourcentage est élevé, plus le risque de tuberculose est important, nous disent les fabricants. Et donc ce qu'ils disent, c'est ça améliore la qualité et l'efficacité du screening, d'accord. Et ils disent, en fait, 90% des lésions qui ont été manquées par un lecteur humain sont vues par le système, et plus de 50% des lésions de moins d'un centimètre ne sont pas vues par un lecteur humain. Donc ils disent que c'est super pour le triage rapide, des enquêtes de prévalence, et ils disent la sensibilité et la spécificité sont égales ou meilleures qu'un lecteur humain entraîné. Ils vont plus loin, on a eu des discussions avec eux, pour eux on peut supprimer le lecteur humain, la machine fera bien. Et donc voilà, ils ont fait plusieurs études, c'est une équipe hollandaise qui fait ça, et donc ils disent, voilà, on a des spécificités, des sensibilités très importantes, des spécificités aussi bonnes que les lecteurs humains. Et donc voilà ce qu'ils proposent. C'est bien parce que on évite de faire des gènes expertes à tout le monde. On fait le triage par la radio, comme disait Alice, ça coûte moins cher. Une radio numérique, ça coûte rien. Le gène expert sur le terrain, quand même, il coûte encore au moins 10 $. Donc voilà, c'est le schéma actuellement qui est recommandé par l'OMS. Alors, est-ce que c'est vraiment spécifique? C'est la question que je me suis posée. Hein. Donc, eux, ils montent des courbes, il y a une analyse très scientifique, statistique de leur truc. Moi, je pars du pratique. Alors ça, c'est un exemple de l'enquête de prévalence en Gambie. Et vous allez voir quel est votre diagnostic, éventuellement aidé par le CAD. Alors, on a accès à cet article parce que Étienne, mon ami Étienne, avait fait le cours au Rwanda, et puis les gens de Tanzanie avaient eu vent de ce cours, une association, ICAP, qui travaille avec la Columbia University. Ils ont demandé à avoir le cours en Tanzanie. Ça les a emballés, ils ont fait un Tanzanian Chest X-Ray Initiative, un poster à Cancun, enfin... Et donc, par ce biais, Étienne a été sollicité pour aller en Gambie, pour l'enquête de prévalence. Mais il ne savait pas qu'il allait être testé contre la machine. Donc on lui a dit, vous êtes le lecteur central, vous allez relire les radios qui ont été lues sur le terrain. Et donc cette équipe-là, il y a plusieurs publications, c'est souvent la même équipe, ils ont travaillé dans 7 pays et donc ils publient régulièrement. On va le premier cliché. Est-ce que vous pensez qu'il y a une tuberculose sur ce cliché? Ali, tu penses qu'il y a une tuberculose? Tu vois pas, t'es mal placé. Voilà, bon. Quelqu'un voit la tuberculose ou pas? Normal. D'accord. Voilà, donc vous avez 7%, donc score très bas, donc c'est normal. Voilà. Mais sur le terrain, il avait dit anormal. Étienne a dit normal, et le 4, donc voilà, ils sont d'accord. On a dépensé 1,50 $ pour rien, en fait, parce que ça n'apporte rien. Et sur ce cliché, alors, il y a une tuberculose ou pas? À droite ou à gauche, la tuberculose? À gauche seulement? Ah, voilà. Donc, voilà le CAD. Alors, le CAD, 98%, non, c'est sûr, c'est la tuberculose. Pour eux, c'est sûr, c'est la tuberculose, d'accord. Et donc, sur le terrain, le gars avait dit anormal, bien sûr. Étienne avait dit anormal, mais compatible avec évocateur de tuberculose active. Et donc, le cas. Donc là, c'est pareil. C'est pas des clichés que je prends contre eux, hein. C'est des clichés qui donnent à l'appui de leur méthode pour dire, vous voyez comme on est bon, et moi, je réanalyse leurs clichés. Alors, il y a 3 autres clichés dans l'étude. Voilà, celui-là. Et le CAD, il va nous donner ça, 38%. Il y a celui-là. Oh, je suis désolé. Et le CAD va nous donner 54%. Alors, 54%, c'est pas le seuil, hein. Normalement, c'est au-dessus de 60, 70 que ça devient très, très spécifique pour eux. Et voilà le dernier cliché, où le CAD donne 77%. Alors, est-ce qu'à votre avis, il y a des tuberculoses là-dedans? 1, 2... Et lequel? Plus 2? Il y a 2 tuberculoses? Alors voilà ce qu'ils avaient dit. Donc le terrain avait dit normal, pour le premier cas, là. Étienne a dit normal, et puis bon, le CAD trouve quelque chose, et en fait, bactériologiquement, c'est une mycobactérie atypique. Sur le second cas, ici, hein, sur le second cas, donc le terrain avait dit normal, je crois, ou... Étienne dit suggestif de tuberculose active, et le CAD donne 54.
D'accord, avec 54, on va faire l'enquête bactério. Mais c'est la bactério qui va faire le diagnostic. 54, c'est pas formel pour eux. Et puis le dernier cas, alors, le dernier cas, le terrain avait dit normal, Étienne avait dit anormal, mais pour ilet TB. Alors ce terme de ilet TB est très très ambigu. Ça veut dire tuberculose guérie. Enfin, c'est séquelles tuberculeuses. Mais il faut bien être conscient que les séquelles tuberculeuses, elles vont être symptomatiques, mais soit elles sont inactives pour la tuberculose, soit elles sont réactivées. Comme l'a dit le Dr Vergy, il y a des bacilles qui restent vivants qui peuvent réapparaître plusieurs années après. Donc, ilet TB, bon. Et donc, Étienne avait dit séquelles, et le CAD dit 77%. 77%, ça peut inciter un médecin sur le terrain à dire « Ah, c'est très fort, je vais mettre le traitement antituberculeux ». Et la bactério, microscopie négative, culture négative. Donc, les auteurs disent « Oui, donc c'est une séquelle ». Mais c'est pas leur machine qui a dit que c'était une séquelle. C'est la négativité de la bactério. Par contre, Étienne avait dit je pense que dans l'appréciation des séquelles, le lecteur humain, pour l'instant, est plus fort. Voilà. Alors ça, c'est deux cas qu'on a, nous. Et je pense qu'on aurait un chiffre très élevé. Ça serait marqué en rouge dans les deux anomalies des sommets, là. Et donc, là, c'est une femme qui a eu un comptage tuberculeux totalement asymptomatique. Hein, et finalement, vous voyez, bon, quelqu'un de non habitué peut manquer ça, donc le CAD ne le manquera pas. Par contre, ça va donc aider un médecin non formé à reconnaître cette image typique de la tuberculose, qui sera bactério-négative, mais qu'il faut traiter, c'est une vraie tuberculose, avant qu'elle ne devienne contagieuse. On peut trouver ça dans les comptages. Et par contre, il ne faut pas que le médecin prescrive un traitement antituberculeux sur l'image de droite, parce que ça ne peut pas être une tuberculose. Or, qu'est-ce qui se passe depuis qu'on fait des cours dans tous ces pays? On a dû faire les cours dans 17 pays. Partout, quand on met ça dans le pré-test, 80%, 90% des gens mettent ça au traitement antituberculeux. Par contre, là, en Côte d'Ivoire, le prof, conseiller du programme, dit « Mais Pierre, non, là, c'est trop petit quand même. » Et puis il dit « Si c'est une tuberculose, ça va devenir symptomatique. » Oui, mais que ça deviendra contagieux aussi. Donc, voilà. Alors, et là, deux cas à microscopie négative. Le CAD va être très positif. Mais ça ne va pas aider le médecin à faire le bon diagnostic. Par contre, un enseignement, une bonne formation à la lecture du cliché de thorax va l'aider. Là, c'est quoi, à votre avis? C'est un instituteur de 35 ans au Cambodge qui est hospitalisé pour hémoptysie. Et il a eu un traitement tuberculeux autrefois. Donc c'est une image typique, vous voyez, d'aspergillome. Hein, ce gars-là, pour la petite histoire, il a eu 6 traitements tuberculeux. Chaque fois qu'il crachait du sang, on lui donnait tuberculose microscopie négative, traitement tuberculeux. Jusqu'à ce qu'il arrive voir le professeur Chansarin, notre élève, et donc c'est un aspergillome. L'autre est encore plus intéressant, le cliché laotien, du docteur Sixon, que certains connaissent parce qu'il a été en stage à La Réunion, dans le service de Schlossmacher. Hein. Ouais, donc c'est un gars très très bien. Alors Sixon m'envoie ce cliché, c'est un homme de 40 ans, altération importante de l'état général, une toux, crachat purulent et 42 fièvres. Donc j'envoie ce cliché au directeur du programme de Birmanie, qui sait bien lire les radios. Je dis voilà, Dr Situon, qu'est-ce que vous en pensez? Les barres sont négatifs, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez un jeune expert? Il me dit oui, je demande jeune expert. Mais même si jeune expert est négatif, je mets le traitement antituberculeux. C'est une tuberculose clinique et radiologique. Alors pour la petite histoire, on avait eu 3 birmanes dans un cours régional à Vientiane, et j'ai envoyé aussi aux 3 birmanes qui ont dit ah, on pense d'abord à la tuberculose, mais comme la microscopie est négative, on évoque d'autres diagnostics, peut-être des abscesses, qu'il n'est pas diabétique et des staphylocoques. Voilà. En fait, ils ont oublié qu'il y avait en Birmanie aussi, que Whitmore en 1903 avait découvert le bacille qui porte son nom, la Burkholderia pseudomallii, la mélioïdose. C'est une mélioïdose, c'est une maladie grave. Si on fait le diagnostic, le malade peut guérir, sinon c'est une maladie mortelle. Donc voilà, dans ces deux cas-là. Et le problème des séquelles, les séquelles, elles sont actives ou inactives. Est-ce qu'il faut mettre un traitement ou pas? Eh bien, CAD ne fait pas la différence entre les séquelles actives et les séquelles avec réactivation de TB. Et dans l'article, là, il calcule deux spécificités différentes selon qu'on inclut les Old TB avec le diagnostic ou pas. Voilà. Donc, il y a d'autres publications qui apparaissent. Je crois qu'il ne faut pas rejeter le diagnostic aidé par ordinateur. Étienne a eu dans son service, en 3 ans,
2 infirmières qui ont été manquées au dépistage pour l'embauche. Des petits clichés, des petites images rétroclaviculaires droites qui n'ont pas été vues et qui après donnent des tuberculoses. Donc, je crois que c'est une aide importante, même pour un radiologue formé, il peut être fatigué, il peut rater des trucs. Alors, il y a un concurrent maintenant qui apparaît pour le cas de Fortibi de Delft, qui était en situation de monopole et qui prétend remplacer le radiologue. Il y a des Indiens qu'on a vus au congrès de Cape Town, et donc eux, ils prétendent pas remplacer les médecins, ils veulent aider les médecins à faire des meilleurs diagnostics. Et il y a ce gars-là qui est extrêmement séduisant et très, très, très efficace, et qui est très titré, vous voyez, qui va venir avec nous au Myanmar, là, maintenant. Et donc, ils ont non seulement l'analyse qui permet de détecter les différents aspects, les différentes images, mais ils ont une base importante informatique auquel ils comparent les données. C'est-à-dire qu'un lâcher de ballon, comme on a vu tout à l'heure, la machine ne donnera pas un score qui peut évoquer la tuberculose, il dira attention, c'est autre chose. Donc en conclusion, le cliché de thorax, c'est incontournable pour le diagnostic de la tuberculose, mais aussi des autres atteintes pulmonaires. Et la tuberculose, même dans les pays de forte endémie, n'est qu'une petite partie des autres maladies pulmonaires. Hein, d'accord ? Et maintenant, c'est préconisé par l'OMS, donc on en est très heureux. Hein, on a longtemps prêché dans le désert. Donc la radio numérique, c'est un progrès majeur. DDR si possible, mais CR c'est bien aussi. Et le diagnostic, le CAT, c'est utile. Hein, pour le dépistage de masse, c'est extrêmement performant. Et ça va aider un médecin non formé à avoir une petite tuberculose. Bon, mais il y a un coût actuellement, donc $1,05 par cliché pour Delft. Les Indiens, là, ils vont faire un abonnement par an qui va permettre de passer tous les clichés qu'on veut, et probablement ils vont nous mettre 6 mois gratuits au Myanmar. Donc ça ne résout pas tous les problèmes, ça peut induire des surdiagnostics si le médecin n'est pas formé, des cancers qui ne seront pas vus, des séquelles qui vont être traitées, l'aspergillome que je vous ai montré. Voilà. Et à mon avis, à notre avis, ça ne dispense pas les médecins d'apprendre à lire les clichés de thorax. Hein, la machine doit aider l'homme, mais l'homme doit pouvoir contrôler la machine. Alors nous, on fait des cours depuis longtemps, mandatés par l'Union internationale pour la tuberculose en Afrique francophone. Les cours, on les avait commencés en 2003 en 93 au Cambodge. 10 ans plus tard, en 2003, on a fait une présentation à l'Union dans le désintérêt le plus total. Par contre, 10 ans après, nos amis de Tanzanie qui ont fait un poster à Cancun, là, c'était les gens commençaient à changer d'idée vis-à-vis de la radio. On a fait d'autres cours, dont Madagascar ici, vous voyez, le Rwanda, 6 cours, Étienne. Et puis des cours régionaux à Vientiane, où il y a des Chinois, il y a des Cambodgiens, des Vietnamiens, voilà, et des Laotiens. Alors on donne un CD, au début on donnait un CD, mais on donne une clé USB. Alors c'est un cours de 4-5 jours, vous voyez, on commence par un pré-test, après la radio normale, après un petit récapitulatif des syndromes. Ensuite on voit les tuberculoses pulmonaires, donc nodules, infiltrats, cavernes, pneumonies, et puis les tuberculoses intrathoraciques, mais classées extrapulmonaires, donc c'est la miliaire, c'est les ganglions, c'est les péricardites. Les séquelles, c'est un truc très important, un cours sur les séquelles, et puis un cours sur le TB-VIH bien sûr, et puis la TB de l'enfant. Sur la TB de l'enfant, on s'est inspiré du livre de Robert G, un Sud-Africain, mais aussi Étienne est rentré dans un steering committee de l'Eternal Society of Radiology, dont le patron, Eric Stern, a recensé tout ce qui existait comme outil dans le monde. Alors les gens de Tanzanie ont envoyé leur truc, et Stern s'est aperçu que c'était pas leur outil finalement, donc il a contacté Étienne. Et en fait, Étienne a rencontré un pédiatre grec, dont on sert aussi de ces clichés. Et dans ce cours sur l'enfant, on a un quiz de 20 dossiers. Qu'est-ce que vous pensez ? Tuberculose, on peut mettre le traitement, normal, ou inconclusive, on peut pas dire entre une pneumonie et une tuberculose. Et les gens, même des pédiatres sur le terrain à Niamey, la chef du service de pédiatrie très bonne, elle avait 8 sur 20 au quiz pré-test, et après le cours, elle a 18 ou 19 sur 20. Voilà. Post-test, bien sûr. Donc, il y a des exercices interactifs en plus, et puis il y a la documentation, le bouquin de Robert G, le collège des enseignants de pneumo, voilà. Et puis, voilà. Et on donne les clés. Et donc ça, c'est sur le site de l'ISR, on peut trouver notre cours. On est cité parmi les grandes sociétés, et dans les slides lecture, notre cours est accessible en anglais sur ce site-là. Voilà, et donc ça se passe toujours dans une ambiance extrêmement conviviale, c'est studieuse et conviviale, et les gens sont
ils sont très très heureux d'apprendre à lire des clichés. C'est quelque chose qui leur sert beaucoup dans la pratique quotidienne. J'en ai des témoignages tout le temps. Je vous remercie. Merci, professeur Leur. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 questions éventuelles? Parce qu'après, nous allons demander au professeur Blanc d'intervenir. Chantal. Merci Pierre pour vraiment ta présentation. Hein. Et puis bravo, parce que c'est vrai que quand on voit le chemin parcouru, on se dit quand on a des bonnes idées, il faut savoir persévérer. Hein, parce que c'est pas toujours évident. Alors après, c'est vrai que tu as bien montré les avantages, les inconvénients, la limite. Moi, une des questions que je me pose souvent dans le cadre de ces programmes, c'est même pour nous, quel que soit l'endroit où on exerce, c'est pas toujours quand même évident d'interpréter un examen complémentaire quand on n'a pas les données cliniques. Oui. Je pense qu'on a besoin quand même d'avoir une petite vignette clinique. Merci. Voilà, c'était juste une remarque. Merci, parce que, oui, effectivement, je n'ai pas pu dire ça. Pendant le cours, on dit, par rapport aux radiologues, le gros avantage, nous, c'est qu'on a vu le malade, qu'on l'a interrogé et qu'on sait d'où il souffre. Parce que trouver une DDB sur une radio, ils n'ont pas le scanner, hein. Ils n'ont pas le scanner. Trouver une DDB sur une radio, mais quand on a une symptomatologie, donc il y a plein de cliniques dans notre cours, bien sûr, hein. On ne monte pas des radios comme ça, il y a toujours le contexte clinique. Et je dis aux gens, pour la DDB en particulier, on dit, est-ce que c'est fréquent la DDB chez vous? Les birmans disent non, chez nous, il n'y en a pas. Alors que c'est extrêmement fréquent en séquelles tuberculeuses, et c'est un gros problème. Mais par contre, si les gens ont une symptomatologie évocatrice de DDB, des antécédents en faveur, c'est plus facile quand on sait qu'on cherche une DDB de la trouver, quoi. Non, la clinique est fondamentale. Pour différencier une pneumonie tuberculeuse d'une pneumonie bactérienne, d'accord, il y aura le crachat, mais la clinique, déjà, si c'est quelqu'un de jeune, une pneumonie brutale, c'est sûr que c'est plutôt en faveur d'une pneumonie bactérienne. Oui, c'est très très... Merci Chantal. Bernard ? Une petite question, Pierre. On a déjà sur l'espace francophone de pneumologie la tomodensitométrie avec Zouair qui avait fait ça. Est-ce que tu souhaites qu'on le mette en ligne, comme c'est mis en ligne, des gens en anglophonie ? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, je serais tout à fait d'accord, bien sûr. Il y aurait ces 2 modules. L'onglet formation, c'est à ta disposition. Je pense que j'ai pas mis le Vietnam dans les cours qu'on a fait, mais Étienne, parce qu'on a toujours des Vietnamiens dans notre cours régional, et Cho à Hanoï a demandé c'est Étienne qui est allé, et ils avaient demandé, alors il devait avoir 20 personnes, il en a eu 100, et il a fait un cours sur le scalaire aussi. C'est sûr qu'on va être obligé peu à peu de glisser. Alors, pourquoi c'est des pneumologues et pas des radiologues? Sur le cliché standard, je pense que, moi j'ai discuté avec beaucoup de radiologues, on est plus habilité à faire ça parce que c'est du pratique, quoi. Alors que eux, l'analyse du cliché, finalement, ils sont plus intéressés par le scanner, par l'IRM, par des choses plus nobles. Voilà. Oui, mais d'accord pour que ce soit en ligne, bien sûr. Ange. Merci. Je voudrais savoir si tu peux nous dire les $200,000, le prix de DDR, là. Est-ce que c'est uniquement pour le centre ou faut-il encore installer d'autres sites quelque part si on veut avoir dans un centre c'est en plus, dans un pays? Actuellement, mais il ne faut pas acheter celle-là. Là. La machine Delph, actuellement, c'est $200,000 et chaque fois qu'on demande une interprétation, c'est $1,50. Donc, et il ne peut, le 440B actuellement que recommande l'OMS rêve d'un diagnostic automatique. Hein. Les gens qui font les programmes, c'est des médecins de santé publique, la radio, ils ne savent pas les lire. Donc, ils ont l'expert qui leur donne la bactério automatique, ils veulent aussi la radio automatique. Ça paraît difficile. Mais si on fait des clichés numériques avec une autre machine, ça ne peut pas être lu par le 440B de Delphi. Par contre, les Indiens, là, ce qu'ils vont développer, ça va sortir en avril. Ce qu'ils vont développer, ça peut prendre toutes les radios numériques. Nous, ils nous ont demandé de leur en envoyer, on va en envoyer pour tester. Et puis, donc, la machine suisse qui va... Je pense que ça sera recommandé, ça, par le... Comment ça s'appelle ce truc? Le GDF, le Global Drug Facility, et recommande aussi des matériels. Ça intéresse beaucoup GDF. Une machine numérique fixe qui serait à moins de $80,000, bien sûr, ça les intéresse beaucoup, quoi. D'accord. Oui. Il faut plus acheter d'analogique. À Kinshasa, ils viennent d'acheter, mais la commande était lancée, ils n'ont pas pu rattraper, 120 radios.
Ils me disent, tu vas être content, on a acheté 120 radios. 120 radios analogiques. Alors, on peut les transformer, mais ça va coûter un peu d'argent encore, quoi. Dernière question. La télémédecine. Dernière question. La place de la télémédecine. Elle est énorme. À Phnom Penh, il y a une clinique très bien qui s'appelle l'hôpital royal thaïlandais, que j'ai visité parce que j'avais un élève qui était chirurgien là-dedans. Il me dit venez voir, très beau, très. Et puis je vois la radio. Il y a des manips, mais il n'y a pas de radiologue. Tout est interprété, tout est fait en numérique, tout est interprété à Bangkok. Ça revient le jour même, pas de problème. Et là, ce qu'on a vu pour l'enquête de prévalence du Laos, on avait revu des clichés. Mais des clichés photographiés par une élève de l'Institut de la francophonie ou de la médecine tropicale. Elle avait photographié 1600 clichés, comme ça, qu'elle nous a envoyés par Dropbox. Très difficile à lire. Là, les clichés numériques, c'est comme si on a la radio sur l'ordinateur, sur le négatoscope. Merci Pierre. On donne la parole à François Xavier, qui va nous parler de l'iris.